là, c'est pour ce second jour en digital du Transfo Digital Day. Donc, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui un expert, puisque ça fait quelques années, il va nous le dire maintenant, qu'il a lancé son activité sur la toile et qu'il accompagne les entreprises pour développer leur business dans leur activité de e-commerce, mais pas que, puisqu'il organise aussi un événement dédié au e-commerce, donc dont il fera peut-être un peu de promo. Mais surtout, il est là pour répondre à vos questions de manière ciblée, hein, c'est le cas de le dire. Donc, n'hésitez pas à rendre cette présentation la plus interactive possible en posant vos questions au fur et à mesure au travers du chat. On les traitera au fil de l'eau. Donc, merci beaucoup à Guillaume Glaise d'être là aujourd'hui et on t'écoute. Allez, c'est parti. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, vaste sujet. Comment booster l'activité e-commerce avec l'intelligence artificielle? Vaste sujet que l'IA à l'heure actuelle. Alors, je commence par la petite page de pub, Ma vie, mon œuvre, cible web en 2 slides. Nous, on est une agence web basée en Occitanie, plus précisément à Béziers, avec des ramifications à Montpellier et Toulouse. On existe depuis 2001, on est 25. On a la particularité d'avoir accompagné à peu près 3000 projets depuis la création de l'agence, avec des leviers différents, que ce soit une agence création de sites autour du e-commerce, c'est vraiment l'élément prédominant, toute une activité SEO historique chez nous. On est par ailleurs éditeur d'une solution qui intègre déjà de l'IA depuis très longtemps, qui permet de vendre sur les marketplaces. Ce n'est pas le but de la présentation, donc je ne m'étalerai pas dessus. Et on lancera un nouveau logiciel dans quelques semaines. Pareil, voilà, je vous donne vraiment des grands éléments, un peu de teasing. Le but de l'échange aujourd'hui, c'est de voir de manière pratico-pratique. Je ne suis pas là pour faire de la philo sur l'IA et autres. Comment fonctionne l'intelligence artificielle pour le e-commerce? Je n'ai pas prétention à avoir une vision pour autre chose que cela. Voilà. Quelques références clients. Voilà, vous en trouverez plus sur notre site. Franck a eu la gentillesse de faire un lien. Voilà. Donc je rentre vraiment dans le vif du sujet, j'insiste. Je préfère que vous posiez vos questions au fur et à mesure, n'attendez pas la fin. Voilà. Petit rappel sur l'IA, même si je pense que ça a déjà été fait. L'IA nécessite un gros volume de données, une grande puissance de calcul. Donc, dans le cas du e-commerce, sauf à ce que certains d'entre vous aient des sites avec des audiences qui se chiffreraient en dizaines de milliers de visiteurs par jour et des catalogues qui dépasseraient allègrement le million, on va partir du principe que vous allez passer par des outils externes. Vous n'êtes pas là pour développer des algorithmes, mais pour utiliser les solutions du marché pour faciliter votre vie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc on va faire de l'IA pratique aujourd'hui. On ne va pas faire de l'IA théorique. Je sais même de vous donner quelques éléments et quelques points de précision. Pas de questions, pas de réponses là-dessus, n'hésitez pas. Il peut y avoir des points de désaccord avec moi, on est là pour en parler. Donc je continue. Le but de l'IA dans le e-commerce, pour moi, tourne autour de 3 axes majeurs. Il n'y a pas 10 000 choses qu'on va développer sur l'axe e-commerce. Il y a l'augmentation des ventes. Clairement, on ne va pas se leurrer. On est tous là pour ça aujourd'hui quand on a une activité e-commerce, se dire comment je peux faire plus de chiffres. Il y a, peut-être dans l'ordre inverse, ce qui était présenté, la fluidification de la relation client. Allez, on peut imaginer comment simplifier la relation client. Ça s'adresse beaucoup à des sites qui sont débordés de demandes entrantes. Voilà. Et comment réduire ses coûts et améliorer son pilotage. Donc on a une IA qui a 2 axes, plus de ventes, moins de dépenses. Et comment je parle mieux à mes clients. Alors je parle mieux à mes clients, c'est pareil. Selon la taille de votre structure, l'IA peut être un faux ami, la relation humaine aura du sens malgré tout, pour commencer. Toujours très clair pour tout le monde? Pas de questions jusque-là sur la finalité? On est tous en phase sur le sujet? Ok, je jongle avec le chat pour m'assurer qu'il n'y a pas de questions. Très bien, n'hésitez pas à les poser, j'insiste bien. Hein. Donc là-dessus, quand on regarde les grandes familles, à quoi ça va nous servir? Toujours pareil, pratico-pratique. Le premier usage qui me vient à l'esprit aujourd'hui, quand on a une activité en ligne, le premier, tout premier, celui qui va représenter la partie prépondérante de votre usage, c'est la création de contenu. C'est l'usage en création de contenu, c'est ce que j'appellerais la peur de la page blanche. Quand je suis e-commerçant et que je dois faire mes fiches produits, quand je dois travailler le contenu additionnel, mes gammes, mes catégories, mon référencement, quand je dois créer des contenus pour les réseaux sociaux. Voilà. Très clairement, le premier usage de l'IA aujourd'hui, c'est la création de contenu, que ce soit avec du chat GPT, du prompt, je donne des éléments, ça me crée du contenu. Pourquoi pas, on le fait tous.
Voilà. Que ce soit en création graphique, des visuels pour les réseaux sociaux, des éléments complémentaires. Voilà. Que ce soit, et je m'attarderai un peu sur ce sujet parce qu'il nous est très cher chez nous, pour le référencement naturel. On ne va pas se voiler la face. Voilà. C'est la clé. Création de contenu. Voilà. Mon agence me demande, je me mets à votre place, des éléments pour mes fiches produits ou pour alimenter mon site. Je passe par ça pour aller plus vite. Je produis plus et plus vite. Ça n'empêchera pas l'œil humain du contrôle, mais c'est une nécessité. Deuxième élément, la recommandation produit. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est souvent Amazon, hein, très clairement. Hein. Quand je suis sur le site, les produits additionnels qui me sont proposés, qui sont souvent le fruit de l'expérience massive de la taille de la base de données produits, de l'expérience des utilisateurs. L'optimisation dynamique des prix, pratique qu'on voit souvent. Je m'attarderai ensuite sur les sites de réservation de voyages, de billets et autres. Le chatbot avec le service client, qui pour moi est un faux ami. C'est valable ça quand vous avez un site à très forte audience. À petite audience, ça ne sera pas possible. Vous garderez un chat humain ou du bon vieux téléphone. Les deux éléments qui suivent, qui sont pour moi du bon sens, notamment la segmentation client. Plus le croisement de données me permettra d'en savoir sur mes clients, qui ils sont, comment ils consomment, plus je pourrai affiner la façon de leur parler. Et le dernier, qui sort du cadre e-commerce, parce que clairement, ce n'est pas que le e-commerce qui est là-dessus. Moi, je suis aujourd'hui entouré d'experts comptables qui se posent des vraies questions sur ces sujets. L'outil prévisionnel de vente. Comment je vais pouvoir, par exemple, anticiper, avoir une vision un peu d'avance de comment j'achète mieux, comment je limite mes achats intelligents, comment je limite mes problématiques de rupture de stock et autres. Voilà. Parce que rappelez-vous que dans l'e-commerce, c'est commerce avec un i devant. La finalité, c'est la vente. On est bon pour tout le monde là-dessus. J'ai perdu personne. L'intérêt du chat, c'est que c'est anonyme, n'hésitez pas s'il y a une question là-dessus. Non, je ne vais pas apprendre à mes clients à l'utiliser aussi. Très sincèrement, non. Parce que mes clients ne vont même pas avoir besoin de l'utiliser. Mes clients vont utiliser des outils qui font eux-mêmes appel à l'IA sans le savoir. Voilà. À part vous dire, on va vous montrer comment marche ChatGPT pour faire du contenu. Ça, oui. Pour le reste, vous n'êtes même pas avec le besoin de le savoir. Les outils le font pour vous. C'est la grosse particularité là-dessus. C'est qu'on est sur des usages, vous allez avoir les outils pour ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Mais je ne suis pas là pour faire de la démagogie autour de ça. Hein. Je n'ai rien à vous vendre par ce slide-là. J'insiste là-dessus. Création de contenu. Création de contenu texte pour vos fiches produits, de visuels, de contenu, récupération, optimisation. Tout ça, c'est possible. Et ce sera traité, mais avec du contrôle humain. Pourquoi je vous dis je ne vais pas vous apprendre? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un outil auquel vous dites il me faut un contenu sur tel sujet, de tel article, qui contiennent tel et tel élément, que vous appuyez sur le bouton que ça le fait, la seule apprentissage que je pourrais vous faire, c'est vous dire voilà l'outil que vous pouvez utiliser. Alors je vais être très honnête avec vous, on est sur une phase aujourd'hui qui s'apparente un peu à ce qu'on a connu par le passé sur d'autres sujets, que j'apparenterai beaucoup à la ruée vers l'or. L'IA est une pioche magique, pour paraphraser ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les outils sont en cours d'arrivée. Il y a des outils qui existent et qui disparaîtront, d'autres vont se créer. Les modèles économiques vont aller vers se tasser. Donc aujourd'hui, même nous, au niveau de nos équipes de référencement, tous les mois, on teste des nouveaux outils. Donc on n'en a pas un qu'on préfère à un autre parce que en rédaction, tous les mois, il y a un outil qui est meilleur qui sort. Voilà. Il y a beaucoup d'analyses, de comptes. Donc c'est difficile de dire lequel est le mieux. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Par contre, ça amène un vrai gain de temps. Inévitable. Voilà. Ça amène des pratiques. Aujourd'hui, je suis un acteur dans le monde du vélo, par exemple. Je n'ai sur mon site que de la référence technique et des fois le visuel du fournisseur. Mais pour faire le site, il me faut donner plus envie. Je vais saisir ma référence de produit. C'est un dérailleur, c'est un guidon, c'est une selle. Et ça va me créer automatiquement ces éléments-là. Voilà. Est-ce que tout le monde voit à peu près où je veux aller là-dessus? Ça, c'est l'usage qui, pour moi, est l'usage le plus à porter pour les PME, ce qui veut dire que la création de contenu est une création qu'on a réduit à un temps quasiment instantané et un coût de l'ordre de quelques centimes d'euros, de quelques euros maximum. Reportez-vous par rapport dans vos métiers à la peur de la page blanche. Reportez-vous à un contenu pour le référencement où on vous dit il faut faire à 500 à 1000 mots minimum. Et ça pour 300 ou 400 fiches produits. Voilà, ce travail-là a été réduit. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est valable pour les visuels, pour
pour les réseaux sociaux également. Ça crée automatiquement du visuel, on donne les contraintes, ça le crée. DALL-E est un outil qui permet de créer du contenu. Voilà. L'usage est là. Vous n'allez pas, vous, avoir accès à un méga calculateur, vous n'en avez pas le besoin en e-commerce, vous avez besoin de l'outil factuel que vous mettez sur le site. Recommandation produit. Suggestion automatique. Clairement, la majorité des gens qui ont acheté ce produit en ont acheté aussi un autre. Très clairement, ça, c'est de la suggestion produit qui ne se base que sur ces deux postulats. Grosse base de données, grosse puissance de calcul pour vous fournir instantanément cette information-là. La personnalisation de l'offre. Si par le système, j'ai pu détecter que vous étiez un homme ou une femme, quel intérêt j'ai de vous afficher une gamme homme alors que vous êtes une femme et que je vois bien dans l'analyse que vous êtes en train de consulter des produits féminins. Donc je vais carrément bâtir en direct une offre sur mesure. Attention, ça se base sur quoi? Sur les pages que vous avez visitées, sur les historiques d'achat, sur le contenu éventuel de votre panier en cours et sur votre profil d'internaute. Et c'est ça, donc ces gros volumes de données couplés à la vitesse de calcul qui amène ces suggestions-là. Aujourd'hui, je prends un exemple partisan volontairement. Vous prenez un site comme PrestaShop, les modules de personnalisation que vous allez rencontrer font déjà appel à de l'IA. Vous n'avez même pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Ça va le faire automatiquement. Il y aura une phase d'apprentissage. Soit vous allez dire, je me contente de ce que moi j'ai sur mon site. Soit vous allez élargir en me disant, mais ouais, ok, le site module est installé sur, je dis une bêtise, 50 000 sites e-commerce. Donc il a capitalisé sur les données de ces 50 000 sites e-commerce. J'accepte de partager les miennes. Et de fait, je retrouve aussi plus vite de la personnalisation, de la suggestion en ce sens. Je prenais l'exemple d'Amazon, c'est la clé du fonctionnement d'Amazon. La suggestion automatique et l'offre express là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? Est-ce que vous voyez où je veux aller? Voilà. Est-ce que par rapport à la question, parce qu'il n'y en a eu qu'une jusque-là, de l'usage qu'on en fait nous, vous voyez bien où sont nos clients? Vous voyez, toujours pareil. Que ce soit, je vous donne un exemple, un outil comme DoFinder, que ce soit un outil aujourd'hui d'envoi de mail qui va vous dire, moi je veux renvoyer ma newsletter que sur la base client active. Là, il va détecter ce que c'est qu'un client actif sur les critères il a regardé les 5, 10, 15 dernières et automatiquement il enverra. En personnalisant peut-être le titre en fonction de ce que les gens ont vu. Voilà. C'est ce gain de temps-là. Toujours pareil, on va être sur un gain de productivité et un gain d'efficacité, de rentabilité. Voilà. Sur le e-commerce, j'entends bien. Hein. On n'est pas sur du calcul mathématique, on n'est pas sur pas sur quelque chose de scientifique. Voilà. S'il y a des rencontres sur le monde agricole, c'est pas du tout la même chose. Là, on est vraiment focusé sur comment je booste mes ventes. Voilà. L'optimisation dynamique des prix. Alors, sujet qui a été traité depuis des années. Typiquement, de par le gros volume de données, on peut avoir une remise automatisée qu'on peut appliquer. Voilà. Je prends les exemples, quand aujourd'hui vous allez commander sur ce qu'on appelle un site Miropodo, Voyage SNCF, enfin SNCF Connect, ou ce genre de choses, vous avez des fois des prix qui sont dynamiques, vous êtes deux acteurs différents, vous mettez côte à côte en train de réserver, vous ne payez pas le même prix. Parce que l'algorithme a déterminé des éléments par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est lié au gros volume de données. Le prix personnalisé, c'est évident. L'analyse des concurrents sur le prix. Gros sujet. Le fait de pouvoir avoir une information concurrentielle en direct. Sur le saucisson, justement, attendez, je rate un peu plus la question parce qu'elle a disparu du chat. Est-ce que ma suggestion fait appel à tous les achats faits par mon client? Oui. Oui, alors, oui, attention. Vous vendez du saucisson. Est-ce que ça va faire appel aux achats faits par votre client sur votre site? Par défaut, oui. Et sur les sites des autres, ça dépend comment est paramétré le module que vous allez utiliser. Ceci étant, si vous avez une offre monoproduit et que vous ne vendez que du saucisson, vous n'allez pas lui proposer autre chose que du saucisson. Donc c'est là que je dis attention, il ne faut pas mettre l'IA à toutes les sauces. Sur les sites des autres, oui, potentiellement, mais bon, voilà, tout dépend de votre offre. J'insiste bien. Si vous êtes sur un produit donné, monoproduit sur une niche qui est la vente de produits charcuterie, vous allez proposer que la charcuterie. On est bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer la dynamique des prix. Je donne vraiment une vision d'ensemble. C'est pour ça que je dis attention. Dans tous les cas de figure, l'IA ne s'applique pas. Il y a des cas de figure où ça ne vous servira à rien. Il faut l'entendre aussi par rapport à votre quotidien en e-commerce.
L'analyse des concurrents, c'est un truc qui est super. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir le prix des concurrents parce qu'on est capable d'aller absorber des gros volumes de données et d'analyser. Et de dire, OK, mon concurrent, il est à ce prix-là. Moi, j'ai des clients qui actualisent les prix 4 fois par jour par rapport à ça. On a amené des pratiques de contrôle qui étaient souvent en grande distribution sur des environnements plus simples. Libre à vous d'activer ou non une modification de prix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Le prix expérimental et le test AB. On peut proposer un prix différent pour le même produit à 2 typologies d'internautes parce qu'on a détecté que dans sa fonctionnement de consommateur, monsieur un tel pourrait payer tant et que notre consommateur pourrait payer un peu moins. Voilà. Et on teste et on voit quel est le prix sur lequel ça fonctionne le mieux et auquel cas on l'applique ensuite. Test AB, c'est qu'on a une partie A qui a un prix, une partie B qui a un autre prix et on voit. Voilà. Toujours pareil. Voilà. C'est surtout la vitesse qui a changé. Après, j'insiste bien, hein, la révolution à laquelle on assiste aujourd'hui n'est que sur le fait qu'on a des outils plus faciles, mais il y a très longtemps qu'on intègre ces processus-là. Les outils d'analyse des concurrents ne sont pas des outils récents. Vous avez à Montpellier l'expérience d'un outil comme Price Observatory, par exemple. C'est un outil qui a plus de 10 ans et qui fonctionne sur ces modèles-là. Nous, quand on analyse du prix, je prends notre exemple, pour nos clients sur les marketplaces, ça fait 7 ou 8 ans qu'on le fait. Parce que c'est déjà intégré. Simplement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, on a une interface facile où on pose une question, on a plein de réponses. Sur les outils automatisés, vous n'avez même pas besoin de vous en servir. Tout est déjà préconfiguré. Vous me suivez là-dessus? C'est bon pour tout le monde? J'ai perdu personne en route? Alors, on continue. Oui. Ah, devancer mes questions. On va y arriver sur la logistique. C'est promis, on le traitera, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le chatbot, le fameux chat en ligne automatique. Génial. À condition d'avoir plein de questions qui ont déjà été posées, sur lesquelles vous avez déjà fourni plein de réponses. Donc ça sous-entend des volumétries conséquentes pour pouvoir former le chat en disant attention, si on te demande ça, tu vas répondre ça. Et ainsi de suite. Ça demande un beau gros temps de formation, un paramétrage important et beaucoup de données clients. Ce qui veut dire que si vous vendez du saucisson et que vous avez allez, 5 à 10 commandes par jour de gens et qu'on vous demande 4 fois sur le chat des renseignements, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle soit indispensable. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Déjà parce que vos clients qui ont l'habitude d'une réponse humaine passent à une réponse automatisée. Tout le monde n'est pas dans cette configuration-là. Voilà. Sur ces sujets-là, prudence, prudence, prudence. Je suis plutôt patient. Ça vient avec le temps. Si vous avez beaucoup de questions et que vous voulez amener des clients vers, vous êtes éditeur de logiciels, vous voulez les amener parce qu'ils posent souvent la même question vers une FAQ précise, oui, là oui, au dernier moment, je veux parler à un humain, ok, mais sinon, attention. D'accord pour tout le monde? Il n'y a rien de pire que de se faire promener par un chatbot quand on pose des questions, le monde bancaire ou autre, par exemple, où ça part en boucle et on n'a pas les réponses qu'on veut. Sous couvert de, on a supprimé l'humain par ça. Vous voyez, la transition en douceur pour les clients, elle est importante. Ça, ce sujet-là, je l'évoque, mais prudence. La segmentation client, par contre, vraiment intéressant. On est capable d'avoir énormément de données clients qui nous permettent d'affiner nos segmentations clients. Ça a quoi comme incidence la segmentation client? Mais ça a comme incidence déjà d'avoir la bonne offre au bon endroit. Pour ceux, par exemple, et qui est des fois une très bonne idée, qui font encore de l'envoi de catalogues papier, de brochures papier, ben ça permet d'envoyer le bon message aux bons endroits, le coût de l'envoi coûtant cher. On a la segmentation comportementale. Qu'est-ce qu'ils achètent, enfin, comment ils font, voilà, qui sont-ils, quelles sont leurs habitudes d'achat, la segmentation démographique, âge, CSP, localisation. La segmentation RFM, est-ce que ça vous parle, la segmentation RFM, à l'heure de l'IA et de la nouveauté? Est-ce que la segmentation RFM, ça parle aux gens? Non, la segmentation RFM, c'est un élément qui s'appelle la récence, la fréquence et le montant de l'achat. C'est tellement récent que moi, ça fait plus de 20 ans que j'en entends parler, je pense que ça date des années 70. Vous voyez à quel point on fait de l'innovation. Hein. C'est la façon dont on segmente un catalogue client, notamment quand on fait de la vente en ligne et de la vente à distance. Je ne vais pas parler de la même manière à quelqu'un qui vient d'acheter récemment qu'à quelqu'un qui n'a pas acheté depuis longtemps. Je ne vais pas parler de la même manière à quelqu'un qui achète fréquemment qu'à quelqu'un qui n'achète que très ponctuellement. Et je ne vais pas parler de la même manière à quelqu'un qui achète avec un panier élevé à quelqu'un qui achète avec un panier plus bas.
À partir du moment où j'ai bâti ça, je peux envoyer des messages différents par rapport à ma connaissance du client. Et à partir de là, je vais pouvoir segmenter avec des catégories différentes qui sont liées à l'IA. Bah, si je suis avec des outils de segmentation utilisés par plein de sites, je peux avoir plein de renseignements sur mes clients. Voilà. Ça permet d'avoir des éléments qui permettent d'affiner, ne serait-ce que quand je vais envoyer. Alors, j'ai pris l'exemple du papier parce qu'il y a un coût, mais même un emailing, je vais pouvoir envoyer 10 newsletters ou 10 mailings promotionnels différents, segmentés différemment à des gens avec des taux de retour bien meilleurs. Pratique, efficacité, segmentation client, utile. Alors je vous dis tout de suite, quand vous prenez n'importe quel outil CRM aujourd'hui du marché, il intègre ces notions-là. Il va vous proposer de segmenter et lui va les analyser. Là, on est dans des choses où on a appliqué de la théorie ancienne de la vente par correspondance avec des outils modernes, digitaux, pour aller très vite et pour avoir des coûts très bas et moins de déperdition. J'insiste là-dessus parce qu'en général, moi je le vois chez mes clients, ils sont très mauvais dans leur façon de parler à leurs clients après. Et ce travail-là, qui est un chantier interne, est un chantier sur lequel vous arrivez très vite à dégager des marges très conséquentes parce que vous améliorez la transformation. Alors, prévision des ventes, et on va y venir parce que ça, là-dedans, il y a une incidence sur la logistique. Voilà. L'historique des ventes, le ciblage client, le lien entre les produits. Tiens, j'ai vu qu'on avait des achats corrélés entre le produit A, le produit B, le produit C. Si on n'avait pas fait tourner un outil pour le vérifier, on ne s'en serait jamais rendu compte. On a des critères autres, météo, calendrier, trafic, réseaux sociaux, tendances de recherche, qui permettent d'affiner les ventes, donc les achats. Ce qui a une incidence directe au niveau logistique. Qu'est-ce qu'on va avoir quand on parle d'IA et de logistique? Pour moi, la logistique, telle qu'on l'entend en e-commerce, elle intervient à deux niveaux. Stockage, XP. Donc stockage amont, je peux la corréler à mes achats. Expédition. Est-ce que pour la question qui a été posée sur la logistique, on est bien dans ces questions-là? Sachant que le pôle logistique, on est d'accord, il a grossi d'à peu près 17% cette année en termes de coûts. Alors, là, on va pouvoir affiner ses achats. Éviter la rupture de stock, éviter le surstock, donc question logistique indirecte, parce que du surstock, ça coûte aussi si on a un entrepôt chez un tiers. On va pouvoir aussi mieux négocier avec ses transporteurs, parce qu'on a un prévisionnel, on sait à peu près quel volume de vente on va faire, donc on va pouvoir négocier un petit peu. Aujourd'hui, là où l'IA peut intervenir, et j'en parle en connaissance de cause, parce qu'on va sortir nos logiciels en ce sens d'ici un mois, donc je vous le dis, voilà, je ne veux pas faire d'auto-promo, mais je suis vraiment dans ce côté-là pratique, c'est d'être capable de vous dire, OK, sur vos commandes à l'instant T, le meilleur transporteur, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, en tenant compte de tous les critères de tous les transporteurs. Prenez une grille transporteur, prenez toutes les grilles de tous les transporteurs, promenez-vous là-dessus, amusez-vous à faire quelque chose qui vous dit, aujourd'hui, pour livrer mon carton de vin à Brest, c'est lui qui est plus intéressant. Voilà, le mois prochain, avec la surcharge de gasoil, ce sera plus lui. Mais à contrario, le saucisson, non, c'est un tel. Parce que contrainte de poids, contrainte de tout, et automatiquement, là oui, l'algorithme qui se nourrit de ce gros volume de données va permettre de faire ça. Voilà. Mais sur la notion logistique, c'est essentiellement sur l'anticipation qu'on va pouvoir voir du prévis. C'est indépendant du web, là, à la limite, parce que ces historiques de vente, ces notions-là, on peut les sortir de tous les paramètres. Voilà. Je vous donne une anecdote sur la météo. Ça peut être trivial. C'était la première vague de canicule, vous vous rappelez quand est-ce qu'elle date en France? On avait un client qui vendait des climatiseurs portatifs et qui avait été très intelligent. Et je précise, l'intelligence était chez lui. C'est pas nous qui avons été intelligents, c'est lui. Il nous avait demandé de gérer des campagnes de pub corrélées à la météo. Donc on prenait la météo tous les matins des plus grandes villes de France et on regardait les pics de température. Et on boostait les campagnes promotionnelles dans ces grandes villes, donc du Google Ads, pour être en phase. Les gens se précipitaient sur l'achat de climatiseurs. C'est un achat d'impulsion parce que le temps que le climatiseur soit livré, la vague de canicule était passée. Mais typiquement, à l'heure aujourd'hui de l'IA, je pense qu'on pourrait tout à fait corréler automatiquement ça sans même l'intervention de l'humain. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous voyez un petit peu les effets pratiques. L'intérêt, c'est de pouvoir analyser plein de sources de données. Voilà. Les éléments calendaires, le trafic routier, j'ai fait une faute d'orthographe. Les réseaux sociaux, les tendances de recherche des gens, on a accès à tout ça. S'il y a des tendances de recherche qui sont plus crescendo aujourd'hui sur tel et tel produit, moi quand je fais mes achats, si j'ai un produit saisonnier, si le maillot une pièce revient à la mode dans les tendances de recherche, je sais que je vais acheter plus de maillots une pièce pour préparer l'été. Donc je n'aurai pas des maillots de pièces sur les bras.
voyez, c'est tout ça. Est-ce que là, ça vous parle? Ou est-ce que c'est très abstrait? Vos retours m'intéressent, hein. On est bon pour l'instant? Il n'y a pas trop de questions? Ok. Alors, des exemples concrets. Usage de l'IA pour le référencement chez nous. ChatGPT, on va s'en servir pour analyser des éléments de Google, pour en tirer des éléments déterminants. On peut générer des commentaires automatiques et des réponses aux commentaires. On peut avoir des idées de contenu qui nous viennent par ce biais-là. On peut rajouter, mettre à jour des contenus. On va pouvoir utiliser des mots-clés, obtenir des listes et ainsi de suite. Voilà. Vous regarderez le slide à tête reposée, mais clairement, voilà. Ça, c'est un exemple dans le cas de la rédaction et du référencement. C'est un petit peu la méthode. Nous, on a des conférences dédiées à ce sujet qu'on a fait précédemment. Donc, je vous ferai même passer, pour ceux que ça intéresse, le slide complet sur une conférence qui s'appelle ChatGPT et le référencement, qui a été animée par notre responsable SEO. Voilà, c'est un exemple concret. J'ai pris ce slide parce que je la trouvais pertinente en disant, voilà, on peut tout le contenu peut se faire par ce biais-là. Voilà, très simple. Voilà. À côté de ça, des exemples concrets encore, un chat. Voilà, ça c'est le chat automatique. Vous avez des questions, il y a des réponses, ça redonne les éléments en live. Rien de nouveau sous le soleil, je vous avais dit. Mais ça amène des éléments factuels. On en manque hein, sur le e-commerce, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas d'éléments factuels. Si on continue, les produits, voilà. Là, je crois que c'est Decathlon anglais. Bah, vous avez des produits recommandés par rapport au choix de la personne. Si la personne a déjà sélectionné sa taille, on ne va pas lui proposer des produits sur lesquels il y a une rupture par rapport à sa taille. Voilà. Je fais du M en produit de sport, c'est pas la peine qu'on me propose des produits qui ne correspondent pas à ma taille. J'ai déjà dit que je faisais du M sur mon panier, c'est ridicule. C'est ridicule de me proposer autre chose. Parce que quelque part, je ne l'achèterai pas, ça va créer une mauvaise expérience, et c'est simple. Mais ça, c'est de l'intelligence informatique. Je suis dans un magasin, la vendeur ou la vendeuse a vu que je faisais du M, il ne va pas me proposer du S ou du L. On est juste sur du bon sens appliqué sur du big data et du gros volume. Et le fait que ça aille vite, on l'a en direct. Voilà. Mon préféré, dans les exemples concrets, Netflix. Les suggestions aujourd'hui de Netflix. Toutes les séries auxquelles on n'aurait jamais pensé, elles viennent tout simplement de l'intelligence artificielle. De tous les gens qui se sont servis de ça, qui ont vu des choses un peu comme moi, qui ont vu d'autres séries dans la continuité, et on se dit, bah tiens, on va leur proposer ça. Pourquoi? Parce qu'en proposant des séries en continu complémentaires, on assure la rétention, c'est-à-dire que je ne vais pas partir de Netflix parce que j'en ai fait le tour et qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. On découvre des choses par ce biais. Là, vous avez de l'ultra concret de l'intelligence artificielle. Mais parce qu'il y a deux raisons à ça. Beaucoup d'abonnés et un gros catalogue. Et là, le système fonctionne ainsi. Vous voyez, c'est des choses que vous avez vues de manière très concrète. De l'intelligence artificielle appliquée à la recherche vocale. La capacité à comprendre ce que vous dites et à l'interpréter pour vous ramener une réponse. C'est de l'intelligence artificielle appliquée. À côté de ça, vous avez de la recherche visuelle. C'est de l'intelligence artificielle appliquée. Si on allait plus loin dans le pratico-pratique, quand vous avez le déverrouillage par l'empreinte digitale de votre téléphone, c'est de l'IA appliquée. Quand c'est la reconnaissance faciale, pareil. Voilà. Mais en e-commerce, on est plutôt sur ces critères-là. C'est-à-dire là, vous voyez, voilà, Netflix, les gros sites à forte audience l'ont déjà intégré. À l'échelle d'une PME, à l'échelle d'un site e-commerce lambda, j'entends par lambda des catalogues de 100 000, 2 3 000 références, avec des volumes de commandes en moins d'une centaine de commandes de jour, on est rarement vers de l'IA. On a de l'IA dans notre outil de gestion, notre expert comptable a l'IA intégré. Quand vous saisissez plus de notes de frais, qu'elles sont automatiquement saisies, c'est de l'IA. Quand voilà, on a des recommandations qui sont faites, c'est déjà l'IA. Le produit suggéré, c'est pas nouveau, hein. C'est juste concret. Et pour tout le monde, il n'y a pas eu grand-chose à paramétrer, sauf si vous voulez exclure des choses. Voilà. Le panier abandonné, c'est pareil. On est sur du pratico-pratique en e-commerce. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Alors, des questions, parce que j'aime bien rentrer plus dans les questions que dans ce côté un peu professoral. Voilà, je vous écoute. Ou je vous lis en tout cas. Radio France Musique, en termes d'IA, oui. Les suggestions musicales en ligne, par exemple, oui. On peut être sur de l'IA. On peut même avoir de la création de contenu par l'IA, mais elle sera alors tendance à se normer. Mais oui, dès que vous avez des éléments en ligne qui vous suggèrent automatiquement des choses, oui, c'est
Pour faire un parallèle, Spotify qui va vous proposer, ou Deezer, c'est l'IA qui va vous proposer des choses pour vous garder. Voilà. Allez-y, lâchez-vous pour les questions, c'est le moment. Il n'y en a pas? J'ai du mal à penser que tout est très clair. Est-ce que la question par rapport à la logistique, elle est claire? Ils s'en foutent. Voilà, je le dis de manière très claire. Mes petits clients vis-à-vis de l'IA seront des utilisateurs. J'ai pas de petits ou de gros clients, hein. J'ai plutôt une majorité de petits clients. Ils seront des utilisateurs d'un outil qui va leur faciliter la vie. C'est pas l'IA, c'est l'outil factuel qui s'en sert, qui eux leur rend service. Très simple. Est-ce que quand vous avez regardé voilà, le coup de la musique ou de la télé, vous êtes dit tiens, il y a l'IA derrière? La plupart du temps, non. Est-ce que mes clients vont utiliser ChatGPT? Oui, quand ils auront besoin. Ma compagne est enseignante. Aujourd'hui, ces élèves de BTS qui ont du mal pour certains à parler en français utilisent déjà ChatGPT parce qu'ils ont trouvé un gain et une utilité. Tout simplement. Mes petits clients ne sont pas plus fermés que d'autres ou plus férus que d'autres. Ils ont des outils qui leur facilitent la vie, ils s'en servent. Est-ce que ça répond à votre question? Concernant la posture des petits clients, est-ce que ma réponse vous satisfait ou pas? Oui, c'était moi. C'est D'accord. bon. D'accord, ok, parfait. Très bien. Comme je suis Voilà. la seule à pouvoir parler, j'en profite. Ouais, pas de souci, pas de souci. Et du coup, Pas de je me souci. posais la question par rapport à vos salariés vous-même. Vous avez besoin de Ouais. vous tenir informés, de vous former très régulièrement à l'IA parce qu'on sait que ça va très très vite. Hein. Alors, Donc, oui et non. Oui, oui et non, de manière très objective. On va se former aux outils qui s'en servent. On va se former à aller à comment mieux utiliser ChatGPT ou autre dans la rédaction de contenu. Mais comme je disais tout à l'heure, on utilise celui-là aujourd'hui, peut-être que ça en sera un autre demain. On est dans une phase où les outils en sortent tous les jours. Donc, on se forme surtout à se dire quelles sont les tâches au sein d'une entreprise de production, notamment de production immatérielle. Donc, c'est pour ça que je fais souvent un parallèle avec des métiers immatériels, tels que les notes, les avocats, les experts comptables. À où est-ce que l'IA peut être un gain de temps pour nous? Notamment aujourd'hui, je le vis de manière très concrète quand on fait des tout petits sites internet pour des artisans qui ont beaucoup de mal à exprimer leur métier. Ben, on va faire un recours à l'intelligence artificielle pour créer la dizaine de pages nécessaires pour que derrière, il n'ait plus qu'à modifier en disant ça, ça ne nous plaît pas. Ça, par exemple, ça ne nous plaît pas, on ne l'aurait pas vu comme ça, mais au moins, ils n'ont plus la peur de la page blanche. Ils ont du factuel sur lequel ils peuvent s'adapter. Ça, pour moi, ça a du sens. Voilà. Après, oui, sur tout ce qui est génération de contenu, on s'est formé, ça fait 2 ans qu'on a intégré ça. Il y avait une étape un peu avant ChatGPT, on en a testé d'autres aussi. Voilà, sur ces éléments-là, oui. Sur de l'enrichissement de contenu produit, bien évidemment. Ah, il y avait une question que j'ai vu passer, excusez-moi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Gilles, qu'elles utilisent ça, mais on ne le sait pas. Ça peut arriver après. Moi, je pense qu'à terme, oui, on va de plus en plus avoir de la mise en forme avec Dali ou Midjourney de produits. Mais regarde ta question, Gilles. Aujourd'hui, ces outils ont été créés pour créer ex nihilo du visuel. Pour un produit à mettre en situation au niveau e-commerce, je pense que tôt ou tard, on aura une solution qui va permettre à nos clients de faire ça, mais qui sera focalisée là-dessus. Et où on aura peut-être un visuel qui sera fourni, qui va coûter quelques centimes d'euros ou quelques euros à récupérer, plutôt que Dali ou Midjourney qui sont plutôt de la création. Voilà. Il y aura plein de petits outils qui vont émerger. Plein de petits. Je crois beaucoup à ça, qui vont répondre à des usages. Les outils de personnalisation de contenu, les outils de recommandation automatique, ça fait très longtemps que ça existe. Il y a plus de 10 ans que ça existe. Il y a plus de 10 ans que c'est en place. La seule différence, c'est qu'on n'a pas besoin de dialoguer avec eux. La grosse révolution en un an, là, c'est le fait qu'on peut dialoguer avec un système qui nous rend quelque chose qu'on comprend. C'est tout. C'est tout. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez une question, vous posez une question sur un sujet, vous demandez à ChatGPT, vous avez une réponse. Voilà, c'est plus ça la différence. C'est pas le fait qu'il avait la réponse. C'est le fait qu'on peut lui poser la question et qu'il nous répond un langage qu'on comprend. Donc les outils de création de contenu, oui,
Mes clients vont commencer à s'en servir dès qu'ils auront le besoin, bien évidemment. Alors attention, ça c'est vrai pour du produit industriel. Le gars qui a 10 produits, je prends l'exemple des saucissons, je ne suis pas vraiment convaincu qu'on utilisera ça pour prendre en photo le visuel produit. C'est quand il y a une économie d'échelle que ça aura du sens. Quand il n'y a pas d'économie d'échelle, quand on n'en a pas besoin, encore une fois, c'est l'usage qui crée, c'est la fonction qui crée l'organe, c'est pas autre chose. Voilà. Oui, complètement. Alors, est-ce que j'ai vu émerger des nouveaux métiers liés à l'explosion de l'IA? Non, j'ai vu émerger des nouveaux métiers liés à l'explosion des outils autour du e-commerce et qui eux-mêmes utilisent l'IA. Donc le déplacement des compétences humaines, oui, très clairement. Contre toute attente, il ne s'est pas passé dans cette temporalité-là. On a eu d'abord, déjà, je vais revenir sur le e-commerce, on a déjà une vague où quand on a fait du e-commerce, on a ramené auprès de nos clients l'animation du site, qui est simplifiée par les outils, ce qui a ramené du bon sens. On est des bons fournisseurs de sites. Si les informaticiens étaient des commerçants, ça se saurait. Le commerce existe depuis les Phéniciens, l'informatique est beaucoup plus récente. Nous, on fournit des outils pour des gens qui savent mieux s'en servir que nous après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un des éléments, ça a été la relation client. Ce qu'on a vu revenir, en tout cas, c'est cette notion-là. Déplacement des compétences humaines, on verra mécaniquement déplacer la compétence de rédacteur. Oui, elle disparaîtra mécaniquement au profit de celui qui contrôlera de la rédaction automatisée. Ce que ça va amener, c'est la suppression de certains métiers au détriment d'autres. Quand vous allez devoir paramétrer un chatbot pour des clients, vous allez devoir dans tous les cas avoir une grosse connaissance de l'entreprise. Quand vous allez utiliser les réseaux sociaux avec de l'IA, il faudra quand même contrôler ce qui s'y passe. Voilà. On va avoir une destruction. Ce qu'on voit arriver, c'est une forme de robotisation, même si j'aime pas le terme, des métiers de saisie et des métiers de rédaction dans l'entreprise. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que c'est négatif ou positif? Je ne me positionnerai pas là-dessus. Mais clairement, de toute façon, tout projet tout projet digital dans une boîte, il y a des enjeux RH. Si on n'a pas l'interlocuteur en face, c'est un projet qui va son terme. Des exemples concrets de nouvelles fonctions, non, parce qu'on est à peine au début. On est à peine au début. Bah, quelqu'un qui saura bien utiliser les outils de création de contenu sera quelqu'un qui aura du sens dans l'entreprise. Quelqu'un qui saura faire de l'arbitrage sur les achats et sur la logistique, c'est des nouvelles fonctions dans les entreprises. Il y a 30 ans, on ne se posait pas la question de la logistique et de l'expédition. Il y a 10 ans, aucun de mes clients ne songeait à avoir en interne le profil web marketing ou le profil touche à tout au niveau du site qui allait piloter les prestataires. Vous voyez. Donc les exemples concrets par rapport à l'IA aujourd'hui, je ne les ai pas. Parce qu'au niveau e-commerce, pour moi, les outils sont totalement autonomes. Donc, on va se retrouver avec plutôt de la gestion d'outils. Tout simple. Pas des fonctions qui vont se révolutionner. On va voir disparaître tous les profils de rédacteurs internes dans le temps au détriment de la rédaction technique par ce biais. Là, oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, encore une fois, vous savez, oui, ça peut faire peur, mais bien évidemment. Bien sûr que ça fait peur. Mais comme toute évolution amène son lot d'incertitudes, il y a des opportunités, il y a des risques, il y a de tout. Hein. C'est évident. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je ne parle encore une fois que sur l'angle e-commerce. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'on a vu hier dans les différentes interventions table ronde au sujet de l'IA, c'est quand même une peur prégnante qui ressort. Mais la peur, je avec l'entends ce vieux parfaitement. fantasme de la robotique, enfin du numérique qui prend le pas sur le travail humain. Mais la robotique, elle a fait ça il y a très longtemps déjà. Oui, c'est ça. La robotique, c'est pas nouveau, mais il va nous arriver pareil que sur la robotique, sur certains métiers des entreprises. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, encore une fois, j'insiste bien. Mon propos n'a de sens que dans le e-commerce. Dans le e-commerce aujourd'hui, qui est un secteur avec ses affres, ses solutions, ses opportunités et ses échecs, l'IA viendra faciliter des éléments. Rares sont les entreprises, aujourd'hui, les TPE, PME, qui allouent plus d'une personne à la gestion d'un site e-commerce en interne. Ça sous-entend déjà qu'il y a une activité qui est quand même déjà en croissance. Souvent, c'est géré par le patron. Donc, ça ne changera pas grand-chose dans leur quotidien. Voilà. C'est plutôt au plan macro qu'on voit ça. Mais clairement, les gars qui faisaient de la rédaction d'articles chez Amazon, ils ont déjà tous sauté au bénéfice de l'IA depuis des années. Voilà, c'est plus là que ça se voit. Les chatbots, bah oui, il n'y a plus des armées de personnes qui répondent à des questions, c'est sûr. Ça, oui. Oui. Mais c'était des emplois qui avaient été créés pour le digital, et le digital s'autodétruit. Alors après, il faut faire très attention. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je fais des ateliers. On nous annonçait que les réseaux sociaux allaient tuer la recherche classique. Il n'en est rien.
Le e-commerce devait tuer le commerce classique, et je m'insiste bien, il n'en est rien. Le e-commerce a tué un commerce de proximité, sans valeur ajoutée produit particulière. Ça n'a pas empêché le développement des concept stores, ça n'a pas empêché que les métiers de bouche ne sont pas totalement impactés par le e-commerce. Ça a impacté certains produits textiles et autres. Le Covid l'a accéléré, mais voilà, les révolutions, il faut faire attention aux experts autoproclamés des choses quand on n'a pas de recul. Voilà. Là, encore une fois, on ne fait pas une conférence sur la prospective en e-commerce. Parce que quand on regarde toutes les études, et c'est ce que j'ai fait pour bâtir l'atelier, personne n'est capable de prédire quoi que ce soit, surtout quand on sait que le e-commerçant moyen, c'est une entreprise qui fait à peu près 1 million d'euros. Le moyen gros, le petit, c'est celui qui a couplé les 100 à 200 000 euros en ligne couplé à son activité. Là, je pense que l'IA ne va pas lui changer sa vie. Ok. Il est 11h45. On a démarré à 11h05. On est donc à 40 minutes. Très bien. On peut prendre éventuellement une dernière question si on a une, mais je pense que voilà, les gens maintenant vont se déplacer vers d'autres conférences et rendez-vous B2B. Merci infiniment de votre intervention et de votre éclairage. Moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs, mais je suis loin d'être une spécialiste du e-commerce. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter en direct Guillaume, qui est inscrit au TDD, donc qui peut faire des rendez-vous B2B, même s'il n'est pas très disponible. Alors, je ne les ferai peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, si vous avez des besoins, voilà, vous n'hésitez pas à passer par les équipes d'Adoc. Moi, je reviendrai vers vous, parce que là, j'ai une journée de rendez-vous qui est calée en présentiel, vous voyez, avec chez un de mes partenaires. Mais par contre, ouais, je suis à votre disposition, y compris pour des gens qui sont en désaccord avec ce que je dis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire. L'échange se nourrit des différences de point de vue. Parfait. Merci en tout cas encore énormément pour votre intervention. Merci à vous et puis je vous dis à très très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.